Bonjour à tous. Une des questions qui revient souvent quand on évoque des sujets chauds, les sujets dits complotistes, c'est comment autant de personnes peuvent-elles se trouver impliquées dans un mensonge à si grande échelle? Comment est-il possible qu'autant de personnes ne divulguent pas un secret qui doit être gardé? Si certains secrets sont possibles à grande échelle, c'est simplement par un mépris du réel. Le mépris volontaire ou involontaire du réel permet à un mensonge ou à un secret de se perpétuer. Marcel Decorte parle de romantisme de la science qui fait qu'on se projette dans un monde idéal de la théorie en oubliant de vérifier si la théorie se vérifie dans le réel, si elle s'observe dans la réalité, si elle a des applications pratiques réelles. S'ensuit que cette théorie peut devenir un écran entre le sujet percevant et l'objet perçu, entre moi qui perçois les choses et le réel qui est l'objet de mes perceptions. Il va y avoir un écran qui va s'interposer entre moi et la réalité, et cet écran, ce sera toute une série d'intermédiaires, de médiateurs, de médias et de théories qui vont m'expliquer comment est le réel sans que je doive en passer par mes propres perceptions. Il existe un enjeu de pouvoir important pour le contrôle de ces perceptions, puisqu'en démocratie, celui qui a le pouvoir est celui qui sait le mieux manipuler l'opinion. Les médias nous disent, nous expliquent, statistiques à l'appui en général, que nos perceptions ne correspondent pas à la réalité, que les statistiques et les chiffres sont la réalité et que nos perceptions, au contraire, ne sont pas réelles. Ça va aussi dans l'état d'esprit où on considère que la machine va avoir des perceptions plus fines que l'être humain, que la machine, puisqu'elle ne dispose pas d'émotions, de sentiments ou de système moral, percevrait mieux la réalité, puisque plus objectivement, alors que la perception humaine serait brouillée par des choses purement humaines comme les valeurs morales. Et donc, il faudrait en passer par les machines pour prendre des décisions importantes. Et tout ça, c'est dans l'état d'esprit de vouloir gouverner l'homme scientifiquement. Voilà à peu près les étapes de la démarche scientifique que nous avons appris à l'école et qui est encore enseignée, je pense, à partir de la 6e. Donc, les différentes étapes sont l'observation de la nature, du réel, un questionnement, une hypothèse, une expérimentation, la collecte de résultats et une conclusion. Donc on observe, on se questionne sur l'origine ou sur le processus d'un phénomène. On va poser une hypothèse, dire peut-être que si l'eau s'évapore, c'est parce que je la chauffe. On va expérimenter, on va chauffer de l'eau et on verra qu'effectivement l'eau s'évapore. Donc ça, ce sera notre résultat. Et la conclusion, ce sera oui, mon hypothèse de départ se vérifie. L'eau s'évapore quand on la chauffe. C'est la démarche scientifique normale, logique et habituelle. C'est à l'arbitrage du réel qu'on va décider si une théorie est vraie ou fausse. C'est le réel qui arbitre. Et on ne peut penser une science sans postuler l'existence d'un socle qui est le réel. Parce que s'il n'y a pas de réel unifié, c'est-à-dire d'entité unifiée à étudier, il n'y a pas de science possible. Donc forcément, le réel existe en science. Et il doit être pris en considération par le biais de son observation et de l'expérimentation. L'expérimentation est une autre étape qui met en rapport l'intelligence humaine avec le réel. Maintenant, on va voir comment la science actuelle au pouvoir, en tout cas celle qui est promue par les différents médias de pouvoir,
Comment cette science moderne a complètement quitté le rapport au réel, et Étienne Klein l'explique très bien et de manière totalement transparente, sauf que lui, ça n'a pas l'air du tout de le gêner, c'est complètement assumé. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est comment les physiciens qui ont inventé ce qu'on appelle la physique moderne au XVIIe siècle, des gens comme Galilée, ou Newton ou d'autres, ont compris qu'en fait, ça n'est pas en observant les phénomènes qu'on comprend les lois qui gouvernent ces Ce n'est pas en observant les phénomènes qu'on comprend les lois qui les gouvernent. En d'autres termes, ce qu'il nous dit, c'est que nous pouvons maintenant nous passer de l'observation des phénomènes pour construire, pour inventer des lois ou pour comprendre des lois qui seraient indépendantes de l'observation. Ça, c'est une première chose. Pour comprendre les lois de la nature, il faut trouver des stratagèmes qui permettent de faire en sorte que le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre. Alors, il faut trouver des stratagèmes pour que le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre. Des stratagèmes pour que le monde s'oppose à ce qu'il nous montre. C'est étonnant, non, comme démarche? C'est surprenant. Donc ici, il nous explique que la démarche scientifique moderne, qui a été mise en place à partir surtout du XVIIe et du XVIIIe siècle, ça a été justement de sortir d'un rapport direct au réel. Il a même été question, à partir de Galilée, de trouver des stratagèmes pour imaginer des lois qui vont contre ce que nous percevons. Spontanément. Et donc, je vais prendre comme exemple la chute des corps. Chacun voit bien que tous les corps ne tombent pas à la même vitesse. Alors maintenant, il va passer à un exemple. Il prend simplement une théorie en exemple pour nous montrer comment, à partir de ce qu'on appelle la science moderne, donc à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, principalement avec Galilée et ses successeurs, on pourrait parler de René Descartes aussi. Il va prendre un exemple pour nous montrer comme cette science moderne a décidé de se défaire du réel. Donc l'exemple c'est, il nous dit, tout le monde observe, nous observons tous, que tous les corps ne tombent pas à la même vitesse. Ça, c'est une observation. C'est donc réel. Retenez bien cette phrase, tous les corps ne tombent pas à la même vitesse. Donc ça, on l'admet, c'est réel, c'est ce qu'on voit. Les plus lourds ont tendance à tomber plus rapidement que les plus légers. Et les corps les plus lourds ont tendance à tomber plus vite que les plus légers. C'est aussi quelque chose que l'on voit et que l'on observe réellement dans le réel. D'ailleurs, Aristote, le grand Aristote, a écrit dans le Traité du ciel un texte dans lequel il explique que plus un corps est massif, plus il tombe vite. Aristote ne fait que valider l'observation commune qui est que plus un corps est lourd, plus il va tomber vite. C'est ce qu'on observe réellement. Étienne Klein vient de nous le dire. Et donc, je vais prendre comme exemple la chute des corps. Chacun voit bien que tous les corps ne tombent pas à la même vitesse. Les plus lourds ont tendance à tomber plus rapidement que les plus légers. Les plus lourds tombent plus vite D'ailleurs, que les plus Aristote, le légers. grand Aristote, a écrit dans le Traité du ciel un texte dans lequel il explique que plus un corps est massif, plus il tombe vite. On est d'accord que la phrase d'Aristote tirée du Traité du ciel valide totalement cette expérience commune. Voyons ce que dit Étienne Klein maintenant. On se doute que Aristote n'a pas dû faire beaucoup d'expériences parce que nous-mêmes, lorsque nous laissons tomber une pierre 10 fois plus lourde qu'une autre pierre, nous voyons bien qu'elle ne tombe pas 10 fois plus vite. Alors il nous dit qu'Aristote n'a pas dû faire beaucoup d'expériences, or on voit que la phrase qu'il vient de citer valide totalement l'expérience. Étienne Klein maintenant, il introduit l'idée que ça tombe pas 10 fois plus vite, mais Aristote ne dit pas que ça tombe 10 fois plus vite, il introduit pas de rapport de proportion, il dit simplement que les corps les plus lourds ont tendance à tomber plus vite. Et donc il y a matière à s'interroger
sur la validité de la loi qu'Aristote a énoncée. Celui qui va vraiment interroger cette loi, d'ailleurs, c'est Galilée, au XVIIe siècle, qui s'intéresse à la chute des corps, qui fait d'ailleurs des expériences. Par exemple, il prend une pierre, la laisse tomber dans de la mélasse, voit qu'elle se ralentit. Il prend la même pierre, la laisse tomber dans l'eau, il voit qu'elle se ralentit également, mais moins rapidement que dans la mélasse. Il la laisse tomber dans l'air, et là, il voit qu'elle se ralentit beaucoup moins que dans l'eau. Et il se demande, mais si la densité du milieu était nulle, bref, si on faisait le vide, quelle serait la vitesse de la pierre? Et évidemment, comme il n'a pas accès à la possibilité de fabriquer du vide, il doit raisonner. Et il invente une expérience de pensée, enfin ce qu'on appelle une expérience de pensée, qui n'est pas une expérience consistant simplement à réfléchir, c'est supposer qu'une loi est vraie et regarder quelles sont les conséquences de cette loi dans des conditions qu'on peut imaginer et non pas réaliser. Alors voici dans quoi s'est engouffrée la science depuis cette époque moderne. Il nous dit qu'on va supposer que quelque chose est vrai et transposer ce préjugé dans sa tête, dans une expérience de pensée dans laquelle ce préjugé se réaliserait. Donc en fait, on part de soi, on part de ce qu'il y a dans sa tête, ce qu'on suppose vrai. On vérifie dans sa tête que ça pourrait marcher dans une expérience imaginaire et irréalisable, et ça suffit pour en faire une vérité scientifique. Il s'agit donc de tenir le monde empirique à distance et de raisonner à partir de ce qu'on croit savoir sur lui. Donc, tenir le monde empirique, c'est-à-dire le monde de l'expérience, le monde du réel, le monde perceptible, le monde sensible à distance, c'est-à-dire ne pas en tenir compte, et raisonner à partir de ce qu'on croit savoir sur lui, c'est la définition même de quelqu'un qui est dans un préjugé et qui persiste dans un préjugé. Magnifique image de cerveau globuleux. Voici un autre exemple célèbre d'objets que j'appellerais mythologiques, c'est-à-dire créés de toutes pièces pour le modèle, pour la théorie, qui sont les trous noirs. Vous pourrez regarder cette conférence d'Aurélien Barraud qui se doit de commencer par ce genre de questions. Qu'est-ce qu'un trou noir? Existe-t-il vraiment? Nous avons beaucoup d'indications de leur existence. Donc tout le jeu est de faire passer un objet théorique, c'est-à-dire simplement une formule mathématique à laquelle on a donné une apparence, à laquelle on a demandé à des artistes de donner une apparence, mais que personne n'a jamais observé. Et donc, à partir de ce paradigme de la science moderne, où l'observation est éclipsée par l'expérience de pensée, où l'expérimentation est éclipsée par des formules mathématiques, voilà comment en fait on arrive à décoller complètement de la réalité et décoller complètement du réel en étant un scientifique de bonne foi ou en étant quelqu'un de bonne foi, simplement. On se laisse abuser par des constructions théoriques et des choses qui n'existent pas. Et je pense que si un complot d'une si grande ampleur peut exister, c'est sans doute parce que beaucoup d'entre nous ne sommes plus du tout en rapport avec le réel. Et donc en fait, c'est pas un complot, c'est simplement nous qui vivons dans l'illusion. Donc vous voyez toute la différence qui existe entre une science qui va rester en rapport avec le réel, c'est-à-dire toutes les sciences qui vont être utiles pour des applications pratiques et qui vont utiliser la physique classique, et d'un autre côté, une science qui a complètement sombré dans le récit cinématographique, qui n'a plus de frontières avec la science-fiction, qui n'est qu'une construction intellectuelle, que des expériences de pensée. Et c'est cette science-là qui nous perd et qui nous fait tomber dans l'erreur. Voilà, c'est tout simple. À la prochaine fois, merci de m'avoir écouté.